Touba FM. Vous êtes avec moi, Ibrahima Diallo, pour l'émission d'aujourd'hui. Et comme à chaque fois, comme lors de notre première émission, aujourd'hui on a un invité. Donc notre invité, c'est bien sûr quelqu'un que beaucoup de monde connaît déjà du monde des Mauritaniens, de partout d'ailleurs. C'est pas seulement les Mauritaniens qui le connaissent. C'est un militant, c'est quelqu'un qui, ça, je pense, on peut le classer aussi parmi les lanceurs d'alerte. Et parmi les gens qui aiment dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils voient et essayer de porter des solutions, qui est M. Diko Hanouna. Bonsoir M. Diko Hanouna, bienvenue. Oui, bonsoir aux auditeurs de Touba FM. Je remercie Ibrahima Diallo qui m'a appelé dans cette antenne, dans cette interview. Et c'est vrai, je m'appelle Diko Hanouna. Je suis d'origine mauritanienne. Actuellement, je vis en France depuis 1998. Je suis un militant abolitionniste. Nous avons créé en 2001 une association, la première d'ailleurs en Europe, comme vous l'avez dit dans l'énoncé. Nous sommes des lanceurs d'alerte, comme vous l'avez très bien dit. Nous avons créé cette structure qui s'appelle l'association Les Haravines de Mauritanie en Europe. Les Haravines, c'est quoi? C'est en réalité, c'est le mot Haravine, c'est un mot qui vient des anciens maîtres qui tenaient des Noirs issus de toutes les ethnies. Des Soninké, des Wolofs, des Bambara, des Soussous, voilà, qui ont été esclavagisés par les Arabo-Berbères sur le territoire actuellement qu'on appelle la Mauritanie, et qui n'ont pas voulu que ces gens-là, qui n'ont pas voulu les assimiler, au lieu de les appeler des Maures comme eux ou des Arabes, noirs, non, ils ont pris un mot péjoratif qu'ils ont appelé Haravine dans la langue berbère ou arabe, on peut dire en dérivé. Et ces mots-là, ils étaient destinés à complexer les Haravines, leurs anciens esclaves. C'est-à-dire, s'ils ne peuvent plus vous maintenir dans leur dominance, on vous appelle l'homme libre, Hambani. C'est-à-dire, vous êtes libre. Voilà. Et donc, nous, pour mettre le point sur les i, c'est comme Aimé Césaire, la logique du nègre. Ils se sont expropriés du mot nègre pour que les Noirs ne soient plus complexés quand on les traite de nègres, mais plutôt être fiers et être plus forts pour combattre les préjugés. Donc, nous sommes aussi partis sur cette base-là. On a dit, bon, quand on dit les gens haravines, souvent, c'est un mot péjoratif et ils l'assimilent à l'esclavage. On a dit, on va utiliser ce mot-là, d'abord pour que les gens sachent réellement ce qui se cache derrière le mot haravine. Les gens ils sauront que ce sont des esclaves ou les anciens esclaves des Arabo-Berbères. Voilà. Cette structure, on l'a créée en 2001, qui a été reconnue par les autorités françaises et qui est plantée un peu partout dans le monde. Donc, je suis le secrétaire général et le président, il s'appelle Mohamed Yahya Ouissire, un ancien consul général et qui a fait une thèse en sciences, un docteur en sciences politiques à l'université de Sorbonne, uniquement sur la thèse de l'esclavage et cette problématique. Mais merci M. Diko Hanouna. Donc là, c'est quelque chose qui me frappe dans tout ce que vous venez de dire. Et nous sommes en 2017. Comment il se peut encore, déjà, comment il se peut qu'il y ait encore des associations d'anti-esclavagisme ou de lutte contre l'esclavagisme qui existent encore, premièrement? Et comment vous arrivez à vous, comment il se fait-il que c'est encore possible que des pratiques comme ça puissent exister dans un monde développé comme nous sommes au jour d'aujourd'hui? Ouais, merci Ibrahima Diallo. Comment se fait-il qu'on arrive à créer des ONG aujourd'hui pour combattre l'esclavage? C'est vrai, cette question elle est légitime. Mais ce
les gens doivent savoir, c'est que l'esclavage transatlantique, on peut dire, l'esclavage des Blancs, a été aboli. La commercialisation des êtres humains a été abolie au niveau de l'Occident, la communauté internationale. Par exemple, en Europe, aux États-Unis, il y a eu des lois depuis les années 1840 et quelques. Et que cette abolition a été suivie d'effet. Malgré que Napoléon Bonaparte a voulu revenir là-dessus, mais au final, quand même, l'abolition a eu dessus. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, l'esclavage que nous dénonçons aujourd'hui, ce n'est pas des séquelles d'esclavage, mais c'est l'esclavage antique, c'est-à-dire que l'homme est propriétaire d'un autre homme. Il y a des gens qui héritent des esclaves comme vous héritez les biens de votre homme. Parce que l'esclave est un bien, est un meuble. Mais pourtant l'esclavagisme, il est aboli en Mauritanie aussi. Comme on parle de la Mauritanie, j'imagine, vous êtes de Mauritaniens. Au jour d'aujourd'hui, en France, on ne peut pas dire qu'il y a l'esclavagisme. Je reviens là-dessus. Oui. L'esclavage antique qui existe encore au jour d'aujourd'hui en Mauritanie, c'est qu'il y a des hommes complètement possédés et qu'on hérite, qu'on peut faire de tout ce qu'on veut. C'est votre bien, vous voulez le vendre, vous le vendez. D'accord. Les femmes souvent sont victimes de viols, etc. Pourquoi ça n'a pas disparu? Parce que la loi qui régissait à l'époque les colonies françaises, qui a aboli la France, en France, l'esclavage devrait être appliqué dans tous les colonies françaises. Sauf qu'au niveau de la Mauritanie, ça coinçait. D'accord. Parce que les tribus guerrières, à l'époque, les tribus morts, ils avaient beaucoup d'esclaves. Et ces esclaves, ils les ont entraînés à défendre tout ce qui semble être du mal contre les maîtres. C'est souvent, ce sont ces noirs-là endoctrinés qu'on a fait de lavage du cerveau, qu'on a fait croire que ces gens-là ne peuvent avoir même accès au paradis qu'en faisant ce qui plaît aux maîtres, pour avoir accès au paradis. Ces gens-là, ils combattaient aux côtés des tribus morts, des colons français. Donc, les colons français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié une sorte de, on va dire, une sorte de paix, mais en leur donnant la liberté de garder les esclaves. C'est-à-dire, ils ont dit, écoutez, on va appliquer l'abolition, les décrets et la loi d'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises, mais vous, dans vos régions, vous les Maures, on vous laisse la liberté de circuler avec vos esclaves et de faire ce que vous voulez. Voilà pourquoi il n'y a eu aucune loi en réalité d'application de l'esclavage sur les territoires, sur l'ensemble du territoire mauritanien. Il y a une partie seulement. À l'époque, les Sénégal, les Mali, tout ça, c'était juste un territoire. On l'appelait d'abord, d'ailleurs, on l'appelait l'Afrique occidentale à l'époque. Donc, il n'y a eu jamais ces lois de la France qui ont été appliquées à Mauritanie. Donc, ça a continué jusqu'à 1960. En 1960, lorsqu'il y a eu l'indépendance, les Blancs, lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé maintenant les Mauritaniens, entre eux, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont? Les Maures, la première des choses, c'est que les Arabes ont fait, ils ont réinstauré effectivement exactement ce qu'ils vivaient depuis l'Antiquité, les chefs de tribu. Les chefs de tribu, c'est à lui qu'appartient toute la tribu. Donc, tous ceux qui sont dans cette tribu sont sous ses ordres. Particulièrement les chefs de tribu, souvent, ce sont les familles des Maures. Et ces familles de Maures chapeautent des Noirs qu'on appelle des Arabes aujourd'hui, des esclaves encore, qui continuent aujourd'hui. Donc, il a fallu beaucoup d'élites, il a fallu beaucoup de sacrifices, jusqu'à la première loi mauritanienne. Ce n'est même pas une loi, on va dire, c'est juste un décret qui a été publié comme ça dans un journal officiel, mais qui n'a jamais été pratiqué. D'accord. Ce décret a eu lieu en 1981. 1981. Qui a aboli l'esclavage sur le territoire mauritanien date seulement de 1995. Pas longtemps. Et encore, ce décret-là, qu'est-ce qu'il disait? Il préconisait
que les maîtres soient indemnisés à la place des esclaves. C'est-à-dire, vous avez des esclaves. Quand vous voulez libérer vos esclaves, vous devez venir voir l'État, déclarer le nombre d'esclaves que vous allez libérer et l'État doit vous indemniser. Vous voyez? Au lieu que la victime, au lieu qu'on indemnise la victime, c'est le bourreau qui est indemnisé. Voilà. Il y en a eu beaucoup de morts qui en ont profité de ce système, qui se sont enrichis, mais comme les esclaves. Mais moi, c'est pas indemnisé. Mais moi, il y a quelque chose qui me tape un peu. C'est que si on prend quelques chiffres, la Mauritanie, c'est une population de 3,8 millions de personnes. Donc, dont 30% de peuls, Soninké et Wolof. Et 30% de morts blancs, ce qu'on appelle les Arabes. Les Arabes, pour que tout le monde puisse comprendre. Et 40% des Haratines. Haratines, c'est la population qui souffre le plus au jour d'aujourd'hui de l'esclavagisme, purement esclavagisme. Parce qu'il y a un autre système dans la tradition soninké qui est autre. Mais aujourd'hui, selon les recherches, et même si quelles que soient les recherches qu'on fait, c'est les Haratines qui en souffrent le plus. Mais comment expliquez-vous ça? Parce que la population blanche, qui est minoritaire, les Arabes, les Morts, qui dominent autant. Comment vous expliquez ça? Oui, je vais vous expliquer ça d'une manière très claire. Oui. Pourquoi les Haratines, pourquoi on n'a pas pu se débarrasser effectivement des esclavages en grosso modo? Oui. J'avais commencé, j'ai pas fini, mais j'y reviens là-dessus. Et là, je vais vous répondre à chaud. Oui, d'accord. Parce que dans ces communautés noires, vous avez cité que ce soit les Peuls ou Alpoula, les Peuls surtout, que ce soit les Soninké, que ce soit les Wolof, que ce soit le peu de Bambara qui vivent sur ces territoires. Le problème dans ces ethnies, c'est qu'à l'intérieur de ces ethnies aussi, il y a des castes. Oui. Il y a plusieurs castes. Et dans ces castes, il y a les castes de ce qu'on appelle les Haratines, les esclaves ou les anciens esclaves. Qui sont 40% de la population mauritanienne. Non, les Haratines, c'est-à-dire quand je dis Haratines, en grosso modo, c'est comme si en Poulard, vous dites... Ah, ok, d'accord. Esclave. Oui. Esclave. Oui. Quand vous dites en soninké, commet. Voilà. Parce que c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction. Et d'autant plus que ce qu'on appelle aujourd'hui les Haratines viennent de ces gens-là. Ils viennent soit de Alpla, soit de Wolof, soit de Soninké, soit de Soussou, ils viennent de l'Afrique. D'accord. Donc dans ces ethnies n'ont jamais voulu aider, ou en tout cas même ces ethnies n'ont jamais voulu se débarrasser de l'esclavage. Malgré que dans le sud, les blancs, les colons blancs imposaient aux ethnies noires, à certaines ethnies noires, que cesse la pratique d'esclavage, c'est-à-dire la violence physique et tout ça, c'était interdit dans les sites. Sauf que dans le nord et dans les déserts, les Maures, ils avaient la liberté de faire ce qu'ils voulaient. D'accord. Mais dans le sud, la loi française s'appliquait. C'est lorsque seulement, là je reviens, là où j'ai laissé, c'est lorsque seulement les colons est parti, c'est là où l'ancien système s'est autoplanté. Les ethnies noires sont venus. Ils ont dit que voilà, il y a des chefs de village, il y a des castes qui sont marabouts, il y a des castes qui sont griots, il y a des castes qui sont, je ne sais pas, potiers, il y a des castes qui sont esclaves. Et ça doit rester comme ça. Et les castes dirigeantes, c'est toujours les castes guerrières qu'ils appellent les chefs traditionnels. D'accord. Et les castes maraboutiques, c'est toujours eux qui vont commander les mosquées. Mais sauf que les chefs traditionnels, que ce soit les marabouts, que ce soit les chefs de village, ils se sont heurtés maintenant à cette semi-liberté que leurs anciens esclaves avaient eu sous la colonisation des Blancs. D'accord. Et ils ont voulu les forcer à aller cultiver, à aller faire certaines choses. Ils se sont heurtés à une résistance. D'accord. Il y a eu plusieurs bagarres. Et ils ont dit finalement, ils ont transformé ces relations en un système d'exclusion. Vous n'avez pas droit à la propriété d'une terre. Vous n'avez pas droit d'aller faire prier rien que à la mosquée. Vous n'avez pas droit, quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos études, vous n'avez pas droit de conduire rien qu'une prière. Donc la discrimination s'est tellement enracinée jusqu'à dans des lieux de culte. Ouais, effectivement. Donc ces zones
ces hommes ont été cantonnés à être exclus pour les obliger toujours à se soumettre. Vous n'avez pas droit à la terre, donc si vous voulez cultiver, vous êtes obligé de venir, se mettre kata devant moi, pour que je vous donne un bout de terre. Vous allez cultiver tant que vous allez accepter au moins de m'accomplir, vous allez accepter que moi je vous domine, même moralement. Hein. Même si je ne peux pas physiquement vous obliger à faire certaines choses, mais moralement, vous savez que vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Donc ces quatre se sont enracinés. Et cela a profité encore davantage aux morts. Aux morts, ils ont dit, bon, écoutez, nous, en réalité, les Blancs, ils nous avertissent, mais nos propres, ces gens-là, comment ils font, ce qu'ils font à leurs frères, là, nous, ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces petits chefs-là, des villages, je sais pas, du sud, on va les travailler un peu, on va les former un peu dans nos écoles, ou ceux qui sont formés dans les écoles occidentales, on va s'associer avec eux, on va faire travailler que eux dans l'administration pour qu'on puisse maintenir, nous aussi, nos esclaves dans leur esclavage, parce que eux, ils ne vont jamais accepter que leurs esclaves soient à leur niveau. Donc, si je vous comprends bien, là. Voilà. Donc voilà comment les deux féodalités, ou arabo-berbères et négro-africaines, noirs, ils se sont mis, en grosso modo, ils ont serré presque un pacte. Entre eux, ils se bagarraient pour des postes, pour diriger, pour commander, mais jamais ils se battaient pour mettre fin à l'esclavage. D'accord. Aux inégalités profondes. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, vous nous avez parlé un peu de l'histoire, plus ou moins. Mais au jour d'aujourd'hui, en 2017, le jour où je vous parle, mais l'État mauritanien, qu'est-ce que l'État mauritanien fait pour ça, pour que ça change, pour mettre les choses à leur niveau? C'est-à-dire, il y a des lois qui sont en place, il y a des décrets, il y a des lois, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais administrativement, qui sont là pour lutter contre ces systèmes-là. Donc, mais l'État mauritanien, qu'est-ce que l'État mauritanien fait, ou pourquoi l'État mauritanien ne met pas tout simplement tout ce qui est déjà là en action pour qu'on puisse s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, c'est triste. Moi, je suis mauritanien d'origine, mais c'est triste d'entendre qu'il y a de l'esclavagisme en Mauritanie en 2017. C'est quelque chose de pas concevable dans le cerveau de quelqu'un comme moi qui est né là-bas, certes, mais qui a grandi ici en Occident. Tout à fait. Donc l'État mauritanien est soit un État complice, soit qu'est-ce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour remédier à ça, quoi. Bon, merci pour la question. Pourquoi l'État? Il y a des lois, il y a tout. Oui, certes. Il y a tout, hein, tout. Si vous voulez, toutes les ex-colonies françaises, c'est du copier-coller de la France, des lois françaises, je parle. D'accord. Ou des textes juridiques. La grosse majeure partie. Même dans des constitutions, vous allez toujours trouver presque c'est la même chose. Mais le problème, c'est l'application. Il y a des textes, tout est beau, mais sauf que rien n'est appliqué. On ne respecte rien du tout. Et il faut aussi savoir, si ça coince, c'est parce que c'est ceux qui détiennent exactement les esclaves, ceux qui bénéficient particulièrement du fruit du travail des esclaves, c'est eux qui commandent, c'est eux qui sont aux commandes. Que ce soit du côté des Noirs, c'est eux qui dirigent le village, c'est eux qui dirigent les mosquées, c'est eux qui dirigent la moralité, c'est eux qui dirigent la finance, etc. Que ce soit du côté arabo-berbère, c'est eux qui dirigent la politique, c'est eux qui dirigent les pouvoirs, c'est eux qui dirigent les militaires, c'est eux qui dirigent tout. Donc l'esclave, il est fait en quelque sorte que l'esclave reste toujours en subalterne, commandé, téléguidé. D'accord. On ne peut pas avancer plus. Il y a des lois. Les lois sont faites pour être exécutées auprès des institutions internationales pour guider la communauté internationale. Aujourd'hui, quand vous dites que l'esclavage existe en Mauritanie, le Premier ministre, il va sauter. Le président de la République, M. Aziz, il va sauter sur son siège. Ah non, c'est faux. Oui, mais moi, criminaliser l'esclavage au niveau de la Constitution. Mais sauf que... Moi, Ibrahima Diallo, je peux dire que j'ai fait des recherches et j'ai vu de mes propres yeux. Je ne pense pas que ce soit des documents montés. Et le président de l'IRA en Mauritanie, Ibrahim Ould Abedi,
faire des libérations, mais en direct avec des caméras, c'est pas des caméras mauritaniennes, des caméras occidentaux, des caméramans occidentaux. Donc à partir de là, l'État ne peut plus dire que non, ça mensonge, que l'esclavagisme, ça n'existe pas. L'État a toujours défendu que l'esclavage n'existe pas, mais il n'existe que des séquelles d'esclavage. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Les lois sont faites pour guider qui? La communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle a, la communauté internationale? Elle a d'abord le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire. D'accord. Le pouvoir, l'État mauritanien s'est toujours servi de l'esclavage pour demander énormément de dons d'aide. Et ces aides, ils les ont tous, il y en a beaucoup qui s'en ont, surtout les maîtres, les anciens maîtres et les maîtres actuellement, parce qu'il y a toujours des esclaves, se sont enrichis avec ces aides. Puisque maintenant, il y a des ONG qui sont venus, qui dénoncent l'esclavage et qui mettent en exergue même des documentaires bien argumentés, avec des preuves, des gens vivants, des familles entières, des femmes, des enfants, etc., qui montrent devant la face du monde entier que l'esclavage a toujours continué et que l'esclavage n'a jamais été combattu. Il n'y a jamais une volonté politique ni législative, puisque la première loi ne date que des années 80, pas loi, un décret ne date que des années 1981. Et toutes les lois qu'on peut voter dans ces pays, y compris celle, la dernière, là, en 2015, qui a criminalisé l'esclavage dans la Constitution, il n'y a jamais eu de décret d'application. Il y a eu des lois pour la France. Tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, Aziz, quand vous le dites, que Monsieur le Président, voilà la preuve qu'il y a des esclaves encore. Non, il va vous dire, non, ça, ce n'est rien du tout, ce n'est que du résidu, c'est du faux, l'esclavage n'existe plus. Et si on lui demandait, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que l'esclavage n'existe pas aujourd'hui sur votre territoire? Il est capable de vous répondre, excepté de vous sortir ces documents, sur un papier en disant, voilà, il y a des lois, donc s'il y a une loi que j'ai votée ou que j'ai signée, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on a signé une loi et qu'on dit que cela n'existe pas. Mais non. Il y a eu toujours des lois, par exemple, contre la drogue, contre la crime organisée, contre le vol et tout. Si la police ou si les autorités françaises étaient assises chez eux et dire que puisqu'on a fait des lois, ça n'existe plus, je pense qu'on n'en serait plus là. On n'en serait pas là aujourd'hui. Effectivement. C'est ça le problème réellement en Mauritanie. Les lois sont pas bonnes à 100%, mais elles sont bonnes au moins, allez, on va dire, je vais être très généreux, 75%. Si seulement ils étaient appliqués, il y a longtemps, que déjà on parlerait moins de l'esclavage. Et je vais vous dire encore mieux. Même en France, par exemple, ancien président comme M. Hollande, président Hollande, il peut pas vous dire tout de suite, si vous lui posez la question, est-ce qu'il y a l'esclavage en France, il va jamais vous dire que non, parce qu'il y a des lois, donc ça n'existe plus, non. Il va vous dire que l'esclavage est puni par les lois françaises. Et quiconque, les autorités, qui en France une loi, de pratiquer l'esclavage sera sévèrement puni. Exact. Et l'autorité n'attend pas qu'on dénonce des cas d'esclavage. C'est l'autorité qui va les chercher. On cherche qui pratique l'esclavage encore en France. Il y a des policiers spécifiquement formés pour ça. Il y a des ONG spécifiquement formés pour ça. Quand une ONG dénonce l'esclavage, on va pas prendre les militants des ONG, on les met en prison. Ah non, au contraire. L'État va les aider, va les protéger et va prendre celui qui pratique l'esclavage et le mettre en prison ou le punir. Mais la Mauritanie, c'est le contraire. C'est que vous, Ibrahima Diallo, vous venez, vous avez un document, vous avez des vidéos, vous avez carrément une famille que vous avez arrachée dans l'enfer de l'esclavage, vous venez vous le présenter au commandant de la gendarmerie ou au militaire ou je ne sais pas, à l'autorité publique ou judiciaire. C'est vous qui vont mettre dans la prison. Ils vont dire que vous êtes en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc vous êtes en danger. Mais vous êtes encore plus puni qu'un terroriste. Mais là, aujourd'hui, comme vous dites, il y a des lois, comme on sait tous qu'il y a des lois, il y a des règles, il y a des décrets qui sont faits, même si ils ne sont pas appliqués. Mais n'est-ce pas aussi un manque d'éducation et de savoir
de la population ou de ces populations esclaves, de ces populations esclaves, d'un manque d'éducation de ces populations-là qui conduit aussi à cette impasse-là, d'une certaine façon, parce que j'ai bien l'impression que c'est une impasse. Tout à fait. Tout à fait, ce que vous dites est vrai. Pour maintenir une personne dans l'esclavage, il faut la maintenir dans l'ignorance. Ça, c'est clair. Les esclaves ont été toujours exclus de tous les cercles éducatifs. Regardez, même, j'irai pas loin, je vais voir, allez, on va dire, des communautés noires, des Halplar ou des Soninké ou des Wolof, je connais pas bien. Quand vous regardez dans les villages, comment ils sont faits ces villages, on vous dit que vous, tant que vous n'êtes pas de telle famille qui est de la lignée d'une famille maraboutée, vous avez beau accumuler tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas exercer. C'est pour dire aux gens que vous avez beau apprendre, vaut mieux de ne pas apprendre, puisque vous ne serez jamais quelque chose. Et c'est cette logique-là qui a été encore dans les systèmes morts, c'était encore plus cruel. C'est loin d'être drôle, mais ça me fait un peu rire quand même. Ça fait rire, mais vraiment, je ne peux pas vous expliquer mieux que ça. Ouais, en réalité, c'est comme ça. C'est qu'on a toujours expliqué à ces gens-là, vous devez toujours rester ignorant et vous n'avez pas le droit d'apprendre. Vous n'avez pas le droit de connaître. Celui qui n'a pas le droit de savoir, il ne peut pas se révolter. Donc, il doit toujours accepter ce qu'on lui dit. Et pour lui, la parole du maître équivaut presque à Dieu qui lui parle. Ah. Parce qu'il faut que le maître soit satisfait pour que Dieu soit satisfait. Donc, en grosso modo, lui, son Dieu, c'est le maître qui est là, qui vit. Le maître a droit à tout sur lui. Donc, la société mauritanienne actuellement, pour ce qui est du problème d'éducation, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Non, ça a été voulu, ça a été imposé depuis l'Antiquité. Il y a uniquement des gens qui ont droit au savoir, à la science, qui ont droit à l'éducation. Il y en a d'autres qui n'ont droit à rien du tout, excepté comme des animaux, excepté se comporter comme des bestiaux, comme des animaux, à supporter tout le poids de la société. C'est ce qu'on appelle des esclaves. Au jour d'aujourd'hui, M. Dukwanuna, qu'est-ce que vous, en tant que lanceur d'alerte, en tant que militant, qu'est-ce que vous pourrez ramener comme solution pour que ces populations qui ont été exclues du savoir, qui ont été exclues de l'organisation de la communauté, puissent faire pour avoir une place aussi, pour remédier à ça? Parce qu'on a bien compris que c'est un manque d'éducation. C'est un avantage pour les maîtres, comme vous dites, de tenir ignorants leurs soumaîtres, leurs sous-mains. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines de ces sous-mains, la nouvelle génération, qui a bien compris que c'est quelque chose de pas normal et de pas acceptable. Donc, qu'est-ce que vous pourrez proposer, vous allez proposer pour remédier à ça en termes d'éducation, pour que les gens puissent être éduqués? Bon, j'avais fait un document là-dessus, j'avais énuméré 17 points essentiels pour essayer de venir au bout, au moins, en tout cas, de soulager la souffrance des esclaves et les victimes d'esclavage. D'accord. La première des choses que j'avais demandé, c'était au moins une couverture sociale. Donc, vous savez, quand vous dites à votre esclave, allez-y, vous êtes libre, il n'a ni formation, ni couverture médicale, ni revenu minimum, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve dans la rue. Ben ouais. Et dans la rue, sans moyen de survie, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez son maître. Ouais. Il préfère être esclave que de se retrouver dans la rue, à l'abandon, et peut-être qu'il va mourir de faim et de soif. Voilà ce qui cause le problème aujourd'hui en Mauritanie. En Mauritanie, il n'y a aucune couverture sociale. Ok. Deuxièmement, je pense qu'il faut aider ces gens à se libérer, mais pas à les complexer. D'abord, il faut les accompagner psychologiquement, mais aussi il faut les accompagner au niveau de la formation. Effectivement. Il faut les éduquer. Tout à fait. On ne peut pas éduquer un vieillard de 70 ans, c'est pas possible. Donc ce vieillard, il a plus besoin de quoi? D'un soutien social. Ouais. Donc il faut qu'il y ait des structures d'accueil.
Ça, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. On a beau faire des lois, mais si le social n'est pas pris en compte, ça n'ira jamais. Même si la loi était aujourd'hui appliquée même. Monsieur Diallo, imaginez-vous que 45%, en réalité, les Harapines, puisque il n'y a eu jamais un recensement officiel, l'État mauritanien le refuse catégoriquement. Depuis autant de colons, on a dit au moins les Harapines représentaient entre 45 et 55% de l'ensemble de la population globale. Donc, allez, nous on va prendre les derniers chiffres pour être modeste. On va dire, vous imaginez, M. Diallo, du jour au lendemain, 45% d'une population se retrouve quoi? Sans abri. Ça deviendra quoi? Effectivement, ce sera pas beau à voir. Ben voilà. Donc, il faut absolument qu'il y ait des centres d'accueil, des centres d'éducation et en plus des mesures d'accompagnement social. Ça, c'est une obligation. Mais quand on regarde, il y a très peu de pays africains où il y a sérieusement des mesures sociales. Il n'y en a pas. Et on peut dire, il y a juste certaines ethnies, comme les Soninké qui ont eu la chance de beaucoup immigrer, comme les Halpulaar qui ont eu beaucoup de chance avec autant colons, qui étaient les premiers lettrés, les premiers intellectuels, qui étaient beaucoup plus instruits que les autres. Et les Wolofs aussi, qui ont quand même un côté aussi du niveau Sénégal, qui sont beaucoup plus ouverts. Mais les autres, c'est-à-dire les Harapines, ils n'ont rien. Personne ne soutient ces gens-là. Ils ne pouvaient compter que sur, comment on appelle, sur la bonne étoile, ou sinon, au fur et à mesure, aujourd'hui, ça commence un petit peu à bouger, au fur et à mesure que les progrès avancent, et peut-être que ils auront un petit peu de retombées petit à petit, et qui vont en bénéficier petit à petit jusqu'à arriver à un certain moment où ils peuvent se prendre en charge et pourquoi pas autre chose. Donc, les années, on va dire, les premières années, lorsque les colons sont venus en Mauritanie, ils étaient diabolisés. Et pourquoi il y a eu des intellectuels harapines à un certain moment? C'est parce que lorsque les colons venaient, ils obligeaient les Maures à envoyer leurs enfants à l'école. Les Maures, ils disaient que non, si vous apprenez vos enfants les français, ils vont devenir des chrétiens, des mécréants. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient les enfants, ils donnaient leurs esclaves, leurs petits esclaves. Lorsqu'ils ont vu que c'est une erreur monumentale, ils ont tout de suite rectifié. Ils ont tout de suite envoyé tous les enfants dans la brousse pour aller surveiller des vaches, aller faire de l'agriculture, etc. Et c'est là où ils ont commencé eux-mêmes à envoyer leurs enfants à l'école. Mais là, par exemple, moi, il y a aussi toujours, vous êtes toujours avec nous, M. Diko Hanouna et Ibrahima Diallo, sur Touba FM et TV Touba. La question que moi je me pose, parce que comme on sait, on a mis la main sur un point qui fait que ce point-là mérite d'être bien souligné, l'éducation. Dernièrement, il y avait le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, qui était là à Paris en France. Et la semaine où il est reparti, l'État français lui a fait un don de 800 000 euros pour la lutte contre pour la sécurité, pour aider à la sécurité du territoire mauritanien. Bon, on sait tous qu'au jour d'aujourd'hui, les territoires mauritaniens n'ont pas de problème d'insécurité particulièrement. Mais pourquoi, au lieu que l'État français donne cet argent-là pour, soi-disant, la sécurité de l'État mauritanien, chose qu'il doit investir à sa propre sécurité, je pense, parce que je pense qu'il y en a bien besoin aussi, mais pourquoi plutôt nous donner cet argent-là pour ça, ils ne donnent pas cet argent-là pour l'éducation? À croire que notre éducation ne les intéresse pas non plus. Non. Enfin, bon, l'éducation maintenant, on ne peut plus reprocher à la France de ne pas prendre en charge notre éducation. Je ne reproche pas à la France. Ce que je reproche à la France ou à l'État mauritanien, c'est de mettre l'argent là où il n'y a pas nécessité.
C'est ça en fait. Parce que l'État français ne peut pas fermer les yeux sur la nécessité de la population mauritanienne. Oui, je pense que c'est... Et préoccupation. On doit l'exprimer plutôt du côté de l'État mauritanien qui n'a pas demandé des dons pour renforcer son éducation, mais des dons pour renforcer, soi-disant, la sécurité. En réalité, aujourd'hui, les termes porteurs de l'argent, les fonds de commerce de tous les pouvoirs africains, des pays du tiers-monde, c'est soi-disant lutte contre le terrorisme, la sécurité, etc. Voilà. Ça, c'est l'Afrique. À un certain moment, tout le monde demandait l'éducation. Parce qu'à l'époque, le monde occidental ne craignait pas trop des actes d'horreur aujourd'hui qu'on rencontre, en France ou ailleurs. Mais les gens privilégiaient l'éducation. L'apprendre le français. Lorsque les Français ont commencé, en fait, lorsque l'Occident a commencé à se confronter avec des problèmes de l'insécurité, l'Afrique a changé de cheval de bataille pour gagner des sous. C'est ce qu'ils disent. Voilà aussi qu'ils sont les premiers. Donc tout n'est qu'une question de sous alors. Tout n'est qu'une question de sous. Que ces sous, que cet argent qui soit donné pour l'éducation ou pour autre chose, on sait qu'il n'arrivera jamais dans le bon temps. Il n'arrivera jamais à bon port. À bon escient. Exact. Il n'arrivera jamais à bon escient. Donc il sera toujours détourné. Et ça, ce n'est pas la France, ce n'est pas parce que la France ne le sait pas, il le sait plus que vous et moi. La seule chose qui reste, c'est qu'on est, comme l'a toujours dit les autorités françaises, je parle pas des Français comme vous, je parle des officiels français. Ils disent toujours que la France n'a pas d'amis, mais n'a que d'intérêt. Cet argent, on a avancé la sécurité, on a avancé ceci, on a avancé cela, mais en dessous, il y a toujours autre chose. C'est qu'il y a toujours aussi des accords bilatéraux, qu'on appelle des accords militaires, il y a des accords de coopération. Donc il y a tout un système extrêmement riche où les gens peuvent s'enrichir sans même bouger de chez eux, qui sont signés entre les pays à tort à travers. Quand Aziz passe ici et dit à certains officiels français, si vous m'emmerdez, moi, je vais vous virer total. Ben, c'est logique qu'on dit que, bah, écoutez, pour renforcer votre sécurité, ben, on vous donne 800 000 euros. C'est-à-dire, attendez, monsieur, mangez, hein, bouffez, taisez-vous, là, un peu de respect. Total, c'est quand même des milliards. Ben, oui, effectivement. Donc, on préfère garder Total sur place, on préfère graisser entre guillemets, sous un prétexte, je sais pas quoi, de sécuritaire ou d'éducation, ou je ne sais pas. On préfère graisser comme ça, en avançant au gros mot, mais en bas, on sait que c'est pour préserver la France en Mauritanie. C'est pour préserver les intérêts de la France en Mauritanie. Mais donc, ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, pour rebondir sur une question un peu internationale, même actuellement, il y a énormément de pays, il y a énormément de manifestations au niveau de l'Afrique. Par exemple, contre le franc CFA, le système franc CFA, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que le franc CFA, c'est un système colonial qui a été et qui est toujours en place. Et les Africains, ou certains Africains du monde, qui ont bien compris, et même des chefs d'État africains qui ont compris, mais à croire qu'on est dans une impasse qui fait que, en fait, finalement, on parle, on crie, mais au final, on va finir par se taire et que ça va continuer comme c'était. Oui, ça, moi j'ai entendu... Et la Mauritanie, c'est la même chose. Oui, j'ai toujours entendu les gens qui sont contre le franc CFA. Bon, bref, j'entends plein de choses. C'est un dossier que je ne maîtrise pas. D'accord. Mais la seule chose que je sais, moi je pense, je sais une chose. On a toujours dit, voilà, tous nos malheurs viennent des Français. Tous les malheurs viennent des colons. Le colon, c'est le diable, c'est l'enfer, etc. Mais sauf que, malheureusement, quand on les demande les accords, il n'y a aucun chef d'État qui nous donne l'accord qu'il a signé, des accords de coopération. Moi, je pense que c'est aveugler encore l'Africain à lui mener dans un combat perdu d'avance qui n'est pas le leur. C'est au chef d'État de se battre contre la France. Ils sont là, ils nous représentent nos intérêts. Effectivement.
Au lieu de se battre pour que les francs CFA ne soient plus, je sais pas quoi, garantis par la France, ou ne soient pas, je sais pas, fabriqués en France avec des intérêts, je sais pas quoi, moi je pense qu'ils doivent se battre contre les chefs d'État pour leur demander des comptes. Moi, au lieu de m'aller me battre à des milliers de kilomètres, et je sais que je n'attendrai jamais cet objectif, je vais me battre sur place d'abord. Moi, c'est vous qui entre moi et le franc CFA. Les pains là, on va les partager. S'il n'y a pas assez, c'est à toi d'aller chercher assez, c'est toi le père de famille. Parce qu'un chef d'État, c'est comme si vous êtes le père d'une grande famille, d'une nation. Moi, je pense que les Africains doivent demander d'abord des comptes à leurs dirigeants. Moi, je pense que c'est une façon de certains dirigeants qui ont compris que, voilà, il y a une brèche pour encore faire endormir les Africains davantage pendant que nous, on s'enrichit, pendant que nous, on a des coopératives, on a des accords de coopération, etc., parce que c'est eux qui ont signé ces coopérations. Exactement. Vous ne pas casser juste les accords, moi, je ne connais pas. Cet accord m'arrange plus, je ne le suis plus. Exact. Je conteste. Et pourquoi? Est-ce que l'Afrique peut vivre aujourd'hui sans franc CFA? Bien entendu, qu'est-ce que la France a fait aux Africains? Je parle de la population, pas des chefs d'État, oui. Les chefs d'État, ça les sert peut-être, eux. Ils savent qu'est-ce que c'est le dollar, qu'est-ce que c'est le franc CFA, qu'est-ce que c'est la valeur de ceci ou cela. Mais la population, ils n'ont pas accès à ça. Les francs CFA, ils l'ont par localement. Mais le chef d'État, lui, il peut convertir le franc CFA en n'importe quelle monnaie pour aller se déplacer faire ce qu'il veut, construire ce qu'il veut. Donc, les Africains, ils doivent se battre. D'abord, le taux de franc CFA qui existe là-bas soit bien mieux distribué, bien géré. Ce n'est pas seulement vous êtes bien placé, vous avez droit à tout, et en plus, si je vous réclame quoi à manger, vous dites, oh là, c'est la France qui fabrique le franc CFA, allez-y voir la France. Mais là, c'est trop facile, monsieur. Pour moi, je trouve que, voilà, on peut mieux demander nos droits, mais d'abord, on commence par chez soi. D'accord, tout à fait. Parce que il est plus facile de commencer par chez soi que par chez le voyage, de toute façon, ça c'est clair. Voilà. Et moi, je pense que, moi, je ne suis pas adepte de la France-Afrique, de la politique. Moi, je suis adepte, je suis en grosso modo de l'éducation occidentale. Oui. Vous connaissez vos intérêts, ok, pas de souci. On s'assoit, on négocie. Vous voulez exploiter mon pétrole? Parfait, il n'y a pas de souci. Mais je ne signerai un contrat qu'avec celui qui va venir l'exploiter ici. C'est-à-dire les usines, la raffinerie. Et vous allez former le personnel ici, et vous allez recruter le personnel ici. C'est ce que font les Chinois. Ouais, c'est ce que. Et ça marche parfaitement. Et ça marche parfaitement. Et pourquoi nous, au lieu de ces gens-là, ils nous disent allez délocaliser le franc CFA, pourquoi ils ne demandent pas ça d'abord? C'est plus simple. C'est vrai. C'est plus simple. Mais ils ne le font pas. Comment voulez-vous qu'au Gabon, on extrait tous les patrons, on les ramène en France, on crée des emplois en France, on raffine ici le pétrole en France, et on le vend là-bas au Gabon plus cher. Plus cher, effectivement. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le faire là-bas? Quand ils le font là-bas, c'est moins cher. Ouais. Et dans les cas comme ça, il y a plein de pays africains qui sont dans le même cas. Et il n'y a que les pays africains. Si on prend les pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient, ils ne sont pas dans ces cas-là. Les produits qui sont chez eux, effectivement, ils vendent peut-être à l'exportation, mais la population sur place n'en souffre pas autant que les pays africains, sauf de leurs produits, de leurs matières premières. Et dont la Mauritanie et d'autres pays qui sont dans ce même cas que le Gabon. Parce que les chefs, il n'y a que les dollars ou les francs CFA qui l'intéressent. Donc voilà, il y a des francs CFA et après ils nous demandent, nous, Africains, de marcher de l'Afrique là-bas jusqu'en France pour récupérer la banque du franc CFA en France. C'est pas un peu rigolo. Mais je ne suis pas contre ce qui se passe, hein. J'y crois. Oui. Mais moi je crois que ça devrait d'abord, avant d'aller parier, c'est le voisin, d'abord que la maison soit propre. Exact. Voilà. Donc, pour revenir à une question plus près de chez nous, comme on dit, on va essayer de balayer plus près de chez nous, c'est-à-dire la Mauritanie. Une actualité à chaud. Il y a eu une manifestation le 16 de ce mois-ci. Et lors de cette manifestation, c'était une manifestation pacifique, non autorisée par l'État.
mais qui a mal tourné. Il y a eu des arrestations, il y a eu exactement 10 arrestations, selon mes informations. Peut-être qu'il y en a eu plus. Et ces 10 personnes, au jour d'aujourd'hui, sont toujours incarcérées. Et certains jugés ou en train d'être jugés. Mais à croire que tout va de travers en Mauritanie. Parce que il y a des morts lors des manifestations, il y a des manifestants qui sont tabassés, il y a des manifestants qui sont incarcérés. Et sincèrement, après bon, peut-être que j'étais pas sur place, mais à croire que tout va de travers en Mauritanie, quoi, parce qu'on dirait qu'on est dans un état de non-droit et de... Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement précis, de cette manifestation-là? Les manifestants, ils savaient ce qui les attendait, ou c'est l'État qui est devenu un état de non-droit, c'est-à-dire qui se permet de tout faire et n'importe quoi, quoi? D'abord, une bonne nouvelle pour les auditeurs de Kounda FM, c'est qu'il y avait presque, je crois qu'il y avait 26 personnes, si j'ai bonne mémoire, qu'on avait arrêtées lors de ces manifestations. D'accord. Et les premières 24 heures, lors des gardes à vue, il y a eu plus d'une dizaine qui a été libérée, il restait 10 personnes. Effectivement. Peut-être là, ça pique là. Et hier, ces 10 personnes, il y en a 9 qui ont été acquittées. D'accord. Et il y en a une seule femme, une seule responsable du ONG, qu'on a condamnée à 3 mois avec sursis. Donc, elle ne fera pas prison. Elle va rester tranquille pendant 3 mois. D'accord. Et au bout de 3 mois, elle pourra reprendre ses activités. C'est de l'intimidation. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais disons les choses comme ils sont, c'est de l'intimidation. C'est pas qu'elle n'est pas libre. Oui, voilà. Donc, effectivement, pour comprendre tout, c'est que nous ne sommes pas dans un pays correct, dans un pays démocratique, loin de là. Nous sommes encore sous une dictature très dure et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de diviser pour régner. Qu'est-ce qui se passe? On a tous vu les arrestations, on passe le temps à distinguer des ethnies, des communautés, on arrête ces ethnies, c'est des arrestations civiles. Pour être clair, c'est que la majorité des gens qui étaient arrêtés, ils n'étaient même pas parmi les manifestants. Ah oui. C'était des gens qui marchaient comme ça dans la rue, et soudain, des cars de police qui passent, qui sont partis même jusqu'à chez certains jeunes qu'ils avaient ciblés, parce qu'ils avaient remarqué ces jeunes, ils étaient actifs, qui sont partis jusqu'à chez eux pour les accueillir et les accuser d'agression contre comment on appelle, contre la police. Donc, ce qui se passe en Mauritanie, c'est vraiment, c'est une dictature pure et dure. Donc, il ne faut pas être étonné que demain ou après-demain aussi, qu'il y ait d'autres arrestations. Tant que Aziz, c'est un homme très étroit, il n'a pas une éducation. Pourtant, quand Aziz il est devenu au pouvoir, moi je me rappelle encore de son discours, il disait qu'il était le président de tous les Mauritaniens et le président des pauvres. N'est-ce pas? Oui, il a raison, parce que là, il a appauvri tout le monde. Il a rendu tout le monde pauvre. Ça, c'est vrai. Les gens, ils n'avaient pas compris. Parce que dès le début, nous, on a dit, attention, c'est l'homme le plus dangereux. Parce que cet homme-là, c'est lui qui murmurait sous l'oreille de celui qui tuait. S'il n'était pas d'accord sur quelque chose, ça n'allait jamais se passer. On ne pouvait jamais enlever Taya si Aziz n'était pas d'accord. Taya ne pouvait jamais rien faire si les Barceps, c'est Aziz qui a mis les Barceps. Grosso modo, Barceps, c'est quoi? C'est la sécurité présidentielle, mais c'est devenu une mercenaires. Une milice, une sorte de milice privée, quoi. Mais... Non, mais c'est des mercenaires, c'est même pas privé, c'est des mercenaires, carrément. Ces gens-là, aujourd'hui, Aziz, même s'il n'est pas au pouvoir, il est capable de dire tuer. Parce que c'est quelqu'un qui les a mis, c'est comme si vos gamins, vous l'avez élevé. Vous l'avez élevé comme vous vouliez. Vous l'avez élevé pour tuer. Ah bah, si vous lui dites, même si vous êtes vieux, vieillard, papy dans votre maison, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on respecte les papys et les mamies, on respecte nos parents. Effectivement. Quand les papas ils disent fais ça, même si ça ne te plaît pas, souvent tu as tendance à le faire. Mais
il y a une question qui me trotte, parce que je me dis, mais cette armée ou milice, ou comme vous voulez, vous l'appelez, mais Aziz, il va finir son mandat dans très peu de temps, dans quelques mois. Mais que va devenir cette milice? Parce que là, on est vraiment devant quelque chose d'inquiétant. Cette milice, Aziz n'a pas encore fini. Aziz n'a jamais dit qu'il va partir réellement. Aziz, mais son mandat finit son mandat finit dans... Il est en train de vouloir modifier la Constitution. Qui sait? Mais ça a été refusé par... Bon, je sais très bien qu'il va organiser un référendum, mais dans un premier temps, tout ce qui est modification constitutionnelle, ça a été refusé par les Sénats. Et donc, pour l'instant, on est au point mort par rapport à une éventuelle modification. Oui, mais ça a été refusé par le Sénat. Sauf que lui, il a dit qu'il ne s'arrête pas là. Que désormais, il va le soumettre au peuple. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il va le soumettre à une fraude massive. Nous savons tous comment ça marche les élections en Mauritanie. Les bureaux de vote sont inaccessibles. C'est gardé par des soldats ou par des gardes ou par des policiers. Tout celui qui vient pour vérifier, ils vont le mettre dehors. Ils vont bouler les élections du bulletin qu'ils veulent. À l'heure d'annonce des résultats, ils vont annoncer des résultats qu'ils veulent. Donc ils vont annoncer que oui, il a remporté peut-être à 98%. Qui sait? C'est ce qu'Aziz voulait. Aziz croyait que qu'il pouvait corrompre à la fois, qu'il pouvait satisfaire les demandes énormes financièrement des députés et des sénateurs. Et chacun, il avait donné beaucoup de millions et beaucoup de maisons, beaucoup de machins. Ok? Donc le Parlement a voté. Oui, le Parlement a voté oui. Sauf qu'au niveau du Sénat maintenant, ils se sont rendus compte ce qu'avait promis Aziz, même à certains députés, il ne l'a pas honoré. Il ne l'a pas donné. Ça c'est un. De deux, les modifications constitutionnelles concernent eux-mêmes. Parce que le Sénat a été supprimé. Le Sénat, il va le faire disparaître. Oui. Mais aussi, il a dit que la haute cour qui sera chargée de juger le chef d'État qui trahit la nation sera dissoute. Ouais, supprimé aussi. Vous avez compris? Oui. Donc, Aziz cherche une protection. Il n'est pas encore parti. C'est une partie remise. Il cherche une protection. D'abord, s'il veut dissoudre cette cour, c'est parce qu'il a des choses à se reprocher. S'il n'avait pas des choses à se reprocher, qu'il sait que demain il peut être traîné devant cette cour pour haute trahison, il n'allait jamais demander qu'une cour de justice soit dissoute comme ça. D'abord, il va soit modifier l'article qui limite la durée du mandat, et s'il modifie cet article, c'est une trahison, c'est une haute trahison, et parce qu'il a juré lorsqu'il faisait son serment, il a juré qu'il n'allait jamais toucher à la Constitution. Et pourtant là, il est en train de les tripatouiller. Donc il commence déjà à trahir. Le pire, ça va être quoi? Il va supprimer la limitation des mandats d'un président. Donc il faut rester à vie. On ne sait pas. On ne va pas dire qu'Aziz va partir. En 2019, moi je pense qu'il faut l'oublier. On ne sait pas quand est-ce qu'Aziz va partir tant qu'il n'a pas encore fini de manœuvrer. Et même s'il finit de manœuvrer, la milice là, il va placer quelqu'un qui est proche de lui, qui va manipuler à la petite. Même s'il n'a pas, puisqu'Aziz aime trop le pouvoir, même s'il ne veut pas qu'on l'échappote, la personne qui sera là-bas, il y aura sa milice qui est là, qui le surveille étroitement. Peut-être qu'il va faire un mandat, ou voire même qu'il va le pousser à la démission. Donc le peuple mauritanien est condamné à vivre éternellement sous une dictature, si je comprends bien. Je ne dis pas éternellement, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Parce que là, on a affaire mais M. Dikouanouna, si on voit bien, on a eu des exemples
de la Tunisie, de l'Égypte, du Maroc, et prochainement, je pense bon, je m'avance un peu, mais de l'Algérie, très prochainement, je pense, et d'autres pays qui sont révoltés, la population s'est levée, s'est révoltée pour que une démocratie puisse être installée. Pourquoi le peuple mauritanien semble aussi inconscient de ce pouvoir-là qu'il a, des révoltes, de se révolter? Vous allez m'excuser, mais la poison du peuple mauritanien, le poison du peuple mauritanien, le premier poison, c'est quoi? C'est l'ignorance. On n'est pas encore atteint au degré éducatif de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. On est très loin. Deuxième poison, c'est la religion. C'est-à-dire la religion aujourd'hui est politisée et manipulée par ce n'est plus des imams. Non, c'est des hommes politiques. On a un ministère chargé de l'orientation islamique, etc., etc. C'est eux qui dictent les discours. C'est eux qui dictent les prêches. Ça, il faut le comprendre. D'accord. Ça, ce sont deux piliers aujourd'hui qui font que le pouvoir peut jouer avec la conscience et manipuler les citoyens très facilement. Pour appeler au paix, à la paix, machin, qu'est-ce qu'il faut? À l'unité. Tout est faux, mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a des imams qui sont très bien payés pour ça, qui gèrent des mosquées qui sont fréquentées des vendredis bondés. Eh ben, ils vont prendre des micros, ils vont commencer à chanter. Et c'est comme ça que ça marche. Je suis désolé. C'est incroyable, mais c'est comme ça qu'Aziz et ses prédécesseurs tiennent la population mauritanienne. Ignorants. Les gens, ils sont ignorants. Vous venez, vous chantez quelque chose, ils s'envoient, ben, ils vous suivent. Moi, pour clore cette partie-là, je dirais tout simplement au peuple mauritanien, ce n'est sûrement